Bien, bonsoir, merci d'être là pour cette 250e séance, 500e heure de cours de cette contre-histoire de la philosophie consacrée à Gunther Anders et très précisément à l'obsolescence de l'homme. C'est un livre un peu dense, j'ai essayé d'être clair pour vous le présenter, donc on consacrera plusieurs séances à cet ouvrage. J'ai intitulé cette séance « Une philosophie du moustique ». Vous verrez pourquoi. Je pense qu'il s'agit pour Gunther Anders de penser ce qu'il appelle la concrétude. En ce sens, il pense à partir de Heidegger. Vous savez que cette année est un peu une façon d'envisager le cas Heidegger à partir de ce que Hannah Arendt, Hans Jonas et Gunther Anders en auront fait. Et de fait, c'est lui aussi un disciple de Heidegger, mais un disciple rétif, rebelle et révolté. Heidegger a pensé qu'il était un philosophe de la concrétude. C'est un néologisme à la Ségolène, mais en philosophie, ça se fait beaucoup. La concrétude est une façon probablement de laisser de côté le concret. Ce qui intéresse Gunther Anders, c'est justement de penser moins la concrétude comme une catégorie du concret, ou une catégorie ou un concret qui serait transformé en catégorie, que de penser vraiment le réel don, le moustique. Il a été formé à la phénoménologie allemande, donc il connaît l'éthique de cette philosophie-là. Il pourrait faire lui aussi le phénoménologue. Il ne le fait pas. Il sait que le rapport au monde est souvent médiatisé par le concept, mais que le concept ne doit pas prendre le dessus sur la réalité. Le concept, ça sert à dire le monde, ça n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Donc il n'est évidemment pas contre le concept, mais il est contre, d'une certaine manière, la religion du concept. Et il y a chez Heidegger et chez les philosophes professionnels une espèce de religion du concept à laquelle il s'oppose, et c'est ce qui fait de lui un philosophe non institutionnel. Il fait paraître dans une revue américaine en mars 1948 un texte qui s'appelle « Sur la pseudo-concrétude de la philosophie de Martin Heidegger ». Et c'est un texte qui analyse l'ontologie de Heidegger et pas du tout la politique, mais qui en même temps, on est après la libération bien sûr, mais qui en même temps essaie de voir quelle relation il y a entre l'ontologie et la philosophie politique. La philosophie de l'être et l'engagement national-socialiste de Heidegger. La façon qu'a Heidegger de penser le concret, nous dit Anders, rend possible évidemment un engagement national-socialiste chez Heidegger. Le Dasein, on utilise le mot parce qu'il est toujours difficile à traduire. Alors soit on le traduit par l'être là, d'autres disent c'est l'être le là, avec des traits d'union entre deux, puis finalement ça paraît tellement compliqué ou difficile à traduire qu'on garde le Dasein. Et pour Heidegger, donc, le Dasein se situe hors la nature. Or même un au-delà surnaturel. Et c'est cet acosmisme, c'est-à-dire cette incapacité à être dans le cosmos, qui rend possible tous les délires politiques de Heidegger. Cette concrétude de Heidegger, finalement, est un une pseudo-concrétude. Heidegger voudrait instaurer la primauté de l'être sur l'étang, mais l'étang, ce sont les étangs. La réalité est concrète, elle est diverse et multiple. Si on fait de cette diversité une réalité nouvelle, eh bien on fait passer les étangs du côté de l'être une fois encore. Donc il y a une façon de transformer les étangs en être qui déçoit aussi Gunther Anders parce qu'on passe à côté du concret qui lui l'intéresse réellement. C'est l'homme qui disparaît, l'homme comme sujet de l'histoire, l'homme comme humain ou l'homme comme individu concret. Il n'est plus qu'un Dasein dont l'activité consiste à être un être pour la mort. C'est la définition qu'Heidegger donne évidemment. Anders pense que c'est une philosophie qui s'élabore à l'ombre ou à la lumière noire, je dirais, de la Première Guerre mondiale, et qu'elle est évidemment très marquée par l'époque. C'est parce qu'il y aurait eu cette boucherie de la Première Guerre mondiale qu'il y aurait eu un être-étant dans lequel l'être aurait été défini, pensé, comme un être pour la mort. Il ne souscrit, Anders, évidemment pas à cette façon de voir les choses. Cette façon de voir les choses ne génère pas l'oubli de l'être, comme nous dit Heidegger, mais l'oubli de l'histoire, l'oubli de la liberté politique et la négation d'autrui. Tout ceci, donc, prépare un terrain qui rend possible, par la suite, le national-socialisme. Cependant, Heidegger, bien que professeur d'université, universitaire, ne part pas de problèmes académiques.
part pas de glose a priori, du moins dans les traitants, mais de terreur, c'est une citation, de terreur philosophique les plus élémentaires. En l'occurrence, le souci ou l'angoisse. C'est d'abord une expérience existentielle, la relation à la mort, la finitude, l'angoisse, le souci, qui fait que Heidegger tâche de penser le réel. Souvenez-vous, on en a parlé la dernière fois, l'être bien sûr, mais dans sa relation au temps, puisque Anders lui reprochait d'avoir pensé l'être dans la relation au temps, alors qu'il aurait dû penser, selon lui, l'être dans sa relation à l'espace. Il passe à côté du concret, Heidegger, nous dit Anders, c'est ce qui rend possible la catastrophe. C'est un petit texte extrêmement dense, mais qui montre dans quelle configuration il se présente, Günther Anders, c'est-à-dire c'est un post-heideggerien, formé à Heidegger, mais post-heideggerien parce qu'il ne s'agit pas pour lui de penser le réel à partir du concept, mais de penser le réel à partir du réel. Ce qui va générer un style, une façon d'écrire, une façon de penser, une production particulière d'œuvres, et ce qui va lui valoir bien sûr une place à part dans l'histoire de la philosophie, et sûrement pas dans les institutions, sûrement pas dans l'université, qu'il a refusé, je vous ai dit à plusieurs reprises. Ça n'est pas un homme de bibliothèque, ça n'est pas un homme d'amphithéâtre, c'est quelqu'un qui veut pouvoir penser la totalité du réel, y compris le réel le plus trivial, le fameux moustique dont je vous parlais tout à l'heure. Par exemple, il pense la télévision et la radio. Évidemment, on chercherait en vain des méditations sur la télévision ou sur la radio dans l'œuvre complète de Heidegger. Et Anders réfléchit longtemps, longuement sur ce sujet-là, et vous allez voir, je vais vous en parler dans cette séance, il découvre un certain nombre de choses qui devraient nous faire froid dans le dos, puisque à l'époque où il écrit, on regardait quand même beaucoup moins la télévision qu'on ne la regarde aujourd'hui, et cette télévision, nous dit-il, et la radio c'est la même chose, mais la télévision construit un faux monde qui devient plus vrai que la réalité. C'est-à-dire que le réel disparaît au profit d'une fiction qui, elle, devient plus vraie que la réalité. C'est-à-dire que s'il s'agit de penser le concret, il va falloir affronter cette façon qu'a le concret de disparaître dans des fictions, dans des images, dans du son, la télévision et la radio étant donc les instruments de cette disparition du réel et de la production d'une autre réalité, entre guillemets, que lui n'appelle pas le virtuel, mais qu'on appelle désormais le virtuel. Il pense la question de l'image également dans la formation de l'homme aliéné. Il parle d'iconomanie, on va revenir sur ce néologisme, mais là encore, je vous rappelle qu'on est un demi-siècle avant aujourd'hui. Il avait tellement raison à cette époque-là que ces analyses sont d'autant plus d'actualité quand on voit ce qu'est devenu notre civilisation. Le cinéma, bien sûr, est l'occasion pour lui d'une réflexion. Le cinéma, comme la télévision, comme la radio, comme les images, contribue à évincer un monde réel, à fabriquer, à promouvoir un monde artificiel dans lequel nous vivons plus volontiers. C'est ce qui nous fait considérer effectivement que la vérité du monde est plus dans la télévision que dans ce qui se passe autour de nous. Il réfléchit sur la façon qu'ont les médias de construire les stars, sur le maquillage comme désir de devenir une chose, sur le système des objets, sur la négation de la mort comme symptôme aussi. On veut faire mourir la mort, et il dit même dans les funérariums on l'a fait sortir de l'endroit où elle se trouve, y compris dans les cimetières. Il parle du jazz comme de la musique d'abrutissement, on va en reparler. Il parle de la disparition du visage, ça aussi c'est une remarque intéressante, c'est une analyse extrêmement intéressante, d'abord parce que des gens comme Jean Clair aujourd'hui ont fait leur carrière sur cette idée que la disparition du visage dans l'art contemporain ce serait le signe du nihilisme. Eh bien cette idée se trouve déjà chez Günther Anders. Évidemment la menace de la bombe atomique, ça aussi c'est une longue réflexion chez lui, la dernière séance sera consacrée à aborder cette question de la bombe atomique. Les questions abordées également, destruction du monde et de la nature par la technique, importance des machines, enfin il y a une multitude de sujets qui sont évidemment pour le coup éminemment concrets. Ça renvoie chacun à des expériences particulières. Si la question de la relation entre l'être et l'étant semble ne concerner que des techniciens de la philosophie ou des gens qui sont susceptibles de devenir eux-mêmes professeurs de philosophie, penser la télévision, la radio, les stars, le maquillage, etc., c'est penser le monde dans lequel nous nous trouvons. Dès lors, il nous dit qu'il a inventé un genre de style nouveau. Il n'écrit pas des essais littéraires ou des analyses philosophiques universitaires, mais un genre nouveau, et il caractérise ainsi ce genre nouveau, quelque chose comme un hybride de métaphysique et de journalisme, une façon de philosopher qui prend pour objet la situation actuelle, c'est-à-dire des fragments caractéristiques de notre monde actuel.
Maurice Clavel, lui, parlera de journalisme transcendantal pour montrer qu'effectivement on peut penser, faire de la philosophie dans les journaux, ou qu'on peut écrire de la philosophie comme on pourrait écrire dans les journaux. C'était l'époque où dans les journaux on écrivait encore. Il s'agit donc de penser le réel, le concret véritable, et pour le coup, il nous faut donc un style nouveau dans lequel on pourrait réaliser une espèce de tuilage entre des passages factuels et des analyses théoriques, des considérations anecdotiques et des analyses philosophiques extrêmement pointues. Et de fait, quand il analyse le maquillage, par exemple, sur le vernis des ongles qu'utilisent les femmes ou les transgenres, hein, puisqu'il faut faire attention maintenant, mais il analyse l'ongle, le vernis à ongles, le maquillage, et il produit une véritable analyse philosophique, mais à partir d'un réel qui est emprunté à la vie la plus concrète et la plus triviale. Il met en scène, à un moment donné, un contradicteur. Alors, c'est pas toujours très facile de suivre sa pensée, ça reste une pensée extrêmement dense, et il met en scène un contradicteur, et on s'aperçoit que le contradicteur, c'est soit Heidegger, soit un heideggerien, mais enfin on songe plutôt à Heidegger, et ce contradicteur puriste lui reprocherait de philosopher sur des problèmes d'actualité en disant qu'on ne peut philosopher que sur l'ontologique, et non sur l'ontique. Et qu'on ne peut partir du journal pour penser ou réfléchir, ou du factuel anecdotique, parce que finalement on n'accède jamais au général quand on part du particulier, on reste au particulier. Critique donc de l'empirique chez le contradicteur puriste, et Anders nous dit que ce contradicteur puriste, il n'est évidemment pas le seul, puisqu'il l'associe à la totalité de la tradition philosophique. Il écrit « Ce contradicteur n'est pas seul, car, citation, d'autres ont formulé la même mise en garde pendant 2500 ans, car en quoi a consisté la passion de la philosophie, celle qui a animé les philosophes les plus divers, si ce n'est à choisir de se détourner avec grandiloquence du contingent, du monde sensible, pour se tourner vers l'essentiel, le monde intelligible ». Donc on voit bien qu'il y a chez lui une façon de faire de la philosophie en dehors de l'institution, en dehors de la tradition, et que, évidemment, il a sa place dans une contre-histoire de la philosophie, puisqu'il considère que depuis 2500 ans, c'est-à-dire les présocratiques, la philosophie n'a fait que penser pour s'éloigner du réel. Penser non pas le concret, mais les idées. Penser toutes les abstractions qui rendent possible une saisie du monde, mais penser les abstractions et pas le monde. Donc c'est une façon éminemment matérialiste de penser. Chez lui, la philosophie n'est ni mysticisme, ni idéalisme, ni contemplation fixe des principes, mais saisie de ce qui est immanent. Le philosophe, nous dit-il, n'est pas un être à part qui entretiendrait une relation particulière avec le monde des idées. Il nous dit que le philosophe digne de ce nom vit comme l'honnête voisin de ses voisins de palier. Et de fait, c'est ainsi que Günther Anders vivra sans coterie, sans disciple, sans la chaire philosophique universitaire qui lui permettrait de dupliquer des individus. Lui considère que le philosophe doit vivre comme une singularité, dans une multiplicité de singularités. Ses objets de prédilection, donc, au philosophe, c'est tout ce qui est spécifique, singulier, occasionnel, contingent et empirique. Il écrit « Pourquoi avons-nous, par exemple, le droit, dans le cadre de l'anthropologie philosophique officiellement admise, de philosopher sur l'homme, qui n'est finalement lui aussi qu'une espèce empirique, alors que si nous écrivons une philosophie du moustique ou une philosophie de l'enfant, nous serions immédiatement soupçonnés de manquer de sérieux ? À cela, il n'y a pas de réponse philosophique. » Les choses ont changé, parfois même un peu trop. Et de fait, il y a eu une époque où il fallait des sujets nobles pour que le philosophe puisse être dit philosophe, et puis on a commencé à aborder des sujets moins nobles, et puis aujourd'hui on est parfois dans la trivialité la plus absolue, en considérant qu'on peut philosopher sur tout sujet, ce qui est vrai, mais ça ne fait pas forcément le philosophe. Anders nous dit que les philosophes institutionnels se réclament de la tradition, pour empêcher qu'on puisse penser une philosophie ouverte, qui se saisirait de la totalité des objets, et que ces philosophes-là ne se remettent jamais en cause. Alors, nous dit-il, que la vocation de la philosophie, c'est de remettre en cause les idées reçues. Il écrit de ces philosophes institutionnels, plus ils sont sûrs d'eux sous ce rapport, plus on a raison de se méfier d'eux en tant que philosophes. Il donne des noms de philosophes qui, pour lui, ont vraiment été des philosophes, parce qu'ils ont fait bouger les lignes, et ce sont des philosophes qui ont été récusés par les philosophes institutionnels du moment. Il cite Kierkegaard, Nietzsche, Feuerbach, Darwin, Marx et Freud. Autant de philosophes donc, qui ne se sont pas dits philosophes,
qui se sont dit poètes, penseurs, mais sûrement pas professeurs de philosophie, enfin pas philosophes, c'est-à-dire professeurs de philosophie en l'occurrence. C'était des gens qui étaient insoucieux des interdits, des tabous et des limites institutionnelles quand ils ont produit leurs œuvres. La critique que fait Kierkegaard de Hegel, par exemple, à partir de l'individu, les pensées de Nietzsche, qui sont des pensées, comme vous le savez, éminemment violentes à l'endroit de la civilisation chrétienne, le démontage du christianisme et de la religion chez Feuerbach, l'idée que nous ne serions pas des créatures de Dieu, mais les produits d'une évolution d'un certain type de singe chez Darwin, ou l'idée que nous serions le produit d'un certain mode de production des richesses, ou l'idée d'un inconscient psychique ou métapsychique, toutes ces pensées-là ont été produites contre l'institution qui a résisté à ces productions du moment. Citation. « Le lecteur comprendra qu'un amoureux de la vérité, qui prend modèle sur ces grands esprits exempts de préjugés, marche alors droit vers le singulier, laissant en suspens la question de savoir si et jusqu'à quel point ce qu'il fait là peut encore s'appeler philosophie. Peu importe donc que la corporation des philosophes puisse adouber tel ou tel, et en l'occurrence Günther Anders, l'important c'est de faire avancer la pensée. » Quand il pense la télévision, par exemple, il ne dit pas qu'il s'adresse à des professionnels de la philosophie, ça ne l'intéresse pas de savoir si Heidegger aime son analyse, ou lira son analyse, ou trouvera son compte à l'analyse. Il veut penser pour ceux qui regardent la télévision, qui consomment la télévision, afin qu'ils comprennent la toxicité du média, son fonctionnement, et qu'ils soient conscients du danger. Ce style, donc, cette façon de faire, c'est-à-dire toucher le réel le plus concret et le plus immanent, ça suppose également une méthode. Cette méthode, il la revendique clairement, et c'est l'exagération. Quand Günther Anders écrit, il écrit presque un quart de siècle avant Hans Jonas. Dès lors, quand Günther Anders parle de donner un sens heuristique à l'exagération, on voit bien que l'heuristique de la peur de Hans Jonas, évidemment, emprunte à Günther Anders. Il nous dit, si on n'exagère pas, les phénomènes restent imperceptibles. C'est parce qu'on les exagère qu'ils deviennent enfin perceptibles. C'est parce qu'on grossit les choses qu'on peut mieux les observer. Soit on exagère, alors on peut connaître, soit on n'exagère pas et on ne connaîtra jamais. Donc voilà, un style, un caractère, un tempérament, une façon anti-professionnel, je dirais, de pratiquer la philosophie. Il dit qui il est et comment il avance. Il analyse un certain nombre de concepts dans l'obsolescence de l'homme, notamment ce concept, cette expression qui est la honte prométhéenne. Il nous dit « Il y a honte prométhéenne quand les hommes, citation, constatent l'humiliante qualité des choses qu'il a lui-même fabriquées. » Jadis, un artisan pouvait aimer son travail, c'est-à-dire qu'un sabotier, il avait un morceau de bois et puis il finissait par faire une paire de sabots. Il avait fait la totalité du travail et il pouvait y mettre du talent, du savoir-faire, de la compétence. Il pouvait investir, il pouvait montrer des gestes, des beaux gestes, des bons gestes qu'il avait appris. L'ouvrier ne le peut plus. L'ouvrier, il n'agit que sur un moment de la production. Avec la division des tâches, on passe sa journée à faire plusieurs centaines de fois ou plusieurs milliers de fois un même geste. Comment pourrait-on donc aimer ce qu'on fait quand on est ouvrier sur une chaîne, par exemple? Eh bien, cet ouvrier, quand il voit ce qu'il produit, et surtout aussi comment il le produit, donc d'abord comment il le produit et ce qu'il produit, eh bien, il a honte de ce qu'il fait. Et puis, il a honte d'avoir honte. Et la honte prométhéenne, c'est ça. Il dissimule cette honte, soit en affectant l'impudence ou l'indifférence, soit en cherchant à se tromper lui-même. Et cette façon de chercher à se tromper, vous allez voir, c'est ce qui définit chez lui ce qu'il appelle l'auto-réification, c'est-à-dire la transformation de soi en objet, en chose. Et c'est là que Guy Debord, bien sûr, puisera pour son analyse, puisque quand la Société du spectacle fait une proposition sur ce qu'est l'aliénation, eh bien, il emprunte à Günther Anders cette idée de l'auto-réification. C'est parce que tout est produit autour de soi, fabriqué, artificialisé, que l'homme a honte de ne pas être lui aussi un produit, une chose ou quelque chose qui est fabriqué. Dès lors, il veut devenir un instrument. Voilà le principe de l'aliénation chez les hommes. Tout est produit. L'homme n'est pas produit, il a honte de ne pas être produit, il veut être lui aussi un produit, en ce sens, il désire être une machine.
La honte de sa honte lui fait désirer d'être un objet et il travaille donc à sa propre réification, à son auto-réification. Il prend l'exemple du maquillage en nous disant que dans cet exercice, il y a une volonté d'effacer la nature au profit de l'artifice afin que la femme, mais bon, les hommes aussi, puissent ressembler à une chose. Les ongles, par exemple, ne doivent plus être nus, mais ils doivent être peints, transformés en instruments que des mains manipuleraient. La finition froide du vernis, nous dit-il, signe le reniement du passé des ongles. Il s'agit donc de se transformer en machine, et on voit bien comment, à partir des ongles, eh bien, on peut voir ce processus à l'œuvre. Et ça fonctionne, nous dit-il, sur la totalité du corps. Sur les cheveux, sur les jambes, sur le visage, sur le corps tout entier, tout doit être travaillé pour ne pas apparaître nu, ce qui générerait la honte. Il s'agit donc de se produire comme un artifice, de se produire soi-même comme un artifice. Le principe de réification, d'auto-réification, c'est ça. Je me transforme en chose pour être. Citation, « Ce traitement du corps cherche à lui donner la beauté des choses fabriquées ». Anders parle de l'ingénierie humaine qui propose d'en finir avec un corps borné. Je suis l'analyse de Günther Anders, c'est-à-dire que parfois on passe du coq à l'âne, on a des analyses, et puis on arrive à un exemple, et on revient à l'analyse. Donc je peux donner l'impression moi aussi de sauter du coq à l'âne, de passer du coq à l'âne, mais c'est parce que je suis l'analyse de Anders, qui nous dit que l'ingénierie humaine donc, permet à l'homme d'en finir avec un corps borné. Il s'agit de devenir, là encore, une machine, parce que la machine est une divinité, et sa divinité. Dès lors, les hommes sont capables de pousser leur corps au point limite de rupture. On veut l'hybride, on veut l'artificiel. Là encore, on est dans les années 50 et on voit aujourd'hui combien il avait raison de pointer ce désir-là chez les hommes. Et les hommes sont capables de se faire souffrir, de s'infliger un certain nombre d'expériences afin de voir où sont leurs limites pour reculer leurs limites. Les hommes se transforment en choses, en objets, en gadgets, par exemple, en s'infligeant des accélérations extraordinaires, des dépressurisations, en se soumettant à des froids extrêmes ou à des forces centrifuges. En matière d'expérience, nous dit Anders, si techniquement nous semblons capables de pratiquer ces expériences, alors il faut le faire. Parce que c'est techniquement faisable, il faut que nous le fassions, nous dit Anders. C'est le délire des hommes de vouloir voir jusqu'où ils peuvent tenir, ce dont ils sont capables. Ces expériences, nous dit-il, sont des rites initiatiques, et ces rites initiatiques nous permettent d'entrer dans la communauté des adultes. On apprend alors ce que nous devenons, c'est-à-dire un humain qui veut se réaliser dans le dépassement de l'humain. Nous ne serions désormais humains qu'en en finissant avec l'humain. Je suis à partir du moment où j'abolis cet être singulier qui me permet d'être, en devenant une machine ou une chose. L'idéal des humains, eh bien, nous dit-il, c'est le robot des dessins animés qui avance de manière saccadée ou mécanique. Les hommes se transforment eux-mêmes en résidus et en gadgets. On cherche donc à repousser les limites. En même temps, on renonce à être la mesure, on abandonne notre propre liberté. Après cette analyse de la honte prométhéenne, Anders analyse la question de la reproductibilité. Là encore, on verra que la pensée d'Herbert Marcuse sur l'homme unidimensionnel emprunte aussi beaucoup aux analyses de Günther Anders sur la reproductibilité. Parce que les hommes se savent bornés et périssables, ils se veulent illimités et infinis. Et les hommes voient qu'on produit des objets infinis à partir d'une matrice et que cette production infinie d'objets semblables à partir d'une seule matrice, eh bien, rend possible la réalisation d'un désir faustien. Avec le désir faustien, nous pouvons nous transformer en objets reproductibles et à partir de ce moment-là, nous aurions l'illusion de cesser d'être bornés et périssables pour devenir illimités et infinis. Dès lors, nous vivons dans une époque platonicienne, puisque les objets reproductibles participent d'une idée et que la matrice permet de dupliquer des copies à l'infini. On le voit bien, vous avez... Dans mon enfance, il y avait toujours les verres, les Duralex, et bien on pouvait casser ces verres, de toute façon on pouvait les acheter, ils existent toujours, et en tant qu'objets singuliers, ils sont remplaçables, mais ils sont immortels en tant qu'ils entrent dans une série. Eh bien les hommes, c'est la même chose. Et si nous entrons dans une série, on peut disparaître personnellement et individuellement, mais on a l'illusion de l'immortalité parce qu'on entre dans une série. Chaque produit singulier
a une durée de vie limitée, mais en tant qu'objet de série, cet objet-là devient immortel. Eh bien, ça devient un modèle pour l'homme qui veut conjurer sa peur de la mort, sa crainte de la mort, en devenant un objet comme les autres, ce qui deviendra sous la plume de Marcuse, le fameux homme unidimensionnel. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.